bienvenue à toutes et à tous pour ce premier petit déjeuner de l'équipe Infra-Écologie, donc de la communauté ADN Infra et Services. Petit déjeuner sur la sensibilisation sur les enjeux, sur les impacts énergétiques dans les data centers. Alors moi, je vais aller très très vite. Alors attendez, c'est pas la bonne. Bon, je départage mon écran parce que c'est pas la bonne présentation, Raoul, que tu as dû m'envoyer sur le Slack. Écoutez, de Pourtant, toute je l'ai façon, tiré celui-là. C'est la VFV2. bon, Normalement, tu l'as dans tes mails de ce matin, hein, Pauline. Oui, non, mais c'est pas grave. De toute façon, Non. moi, comme je ne vais pas parler très longtemps, mieux vaut que ça soit Raoul qui la bonne. Voilà, donc Tu veux les que je le aléas du partage? direct. Non, non, t'inquiète pas. Moi, c'est très, très rapide. C'est juste pour vous rappeler, mais de toute façon, les petites bonnes pratiques que vous connaissez tous maintenant. Donc, pensez bien à couper vos micros quand vous ne prenez pas la parole. Parce que là, on est beaucoup, on n'est pas en mode webinaire. C'était une vraie volonté du groupe de pouvoir avoir de l'échange avec vous. Donc, pensez à couper vos micros. N'hésitez pas à mettre des petits messages si vous voulez faire des commentaires pendant les moments de prise de parole dans le petit module de discussion en bas de votre écran. Et puis, il devait y avoir autre chose, mais du coup, je ne l'ai plus en tête. Si on vous donnera un petit... merci Raoul. On vous donnera un petit code klaxoon, comme d'habitude, à la fin, pour que vous puissiez nous laisser votre avis et éventuellement proposer des sujets. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, je passe la parole à Frédéric. On est là jusqu'à 9h30, normalement. Donc, je vous souhaite un très bon petit déj. N'hésitez pas à aller chercher votre café si ce n'est pas encore fait avec l'équipe. On n'a pas hésité une seule seconde, ça aide bien. Voilà, écoutez, bon petit déjeuner à tous. Et puis, Frédéric, à toi. Ouais, merci. On va présenter toute l'équipe juste après, mais faites le plein de vitamine C, de bon matin, et puis thé, café, ricoré pour ceux qui veulent, enfin voilà, ce que vous voulez. La boisson chaude. On avait prévu les croissants, mais malheureusement, comme on se fait ça à distance, c'est à discrétion de chacun. C'est le premier petit déjeuner de l'infra et de l'écologie, voilà, dans notre communauté infra et services. C'est évidemment quelque chose qu'on aurait voulu mettre en place, enfin, qui a failli se lancer il y a un an. Le premier devait se faire en mars l'année dernière, et puis je ne vous apprends rien, ça ne s'est pas passé comme on l'avait imaginé. Donc voilà, on a pris du temps, mais ça y est, ça démarre. L'idée des petits déjeuners, c'est des temps d'échange. Alors, à distance, on attend presque une trentaine de personnes, donc ça va être un peu compliqué, mais on va essayer de l'organiser quand même. Les temps qu'on vous propose, l'ordre du jour, vous l'avez. Donc, on est dans cette phase un peu d'accueil et d'introduction. On démarrera très rapidement sur des notions de l'énergie dans les data centers et de gestion de l'énergie, notamment dans les mécanismes de refroidissement. On va pas mal parler des data centers du futur, et puis faire un point quand même sur nos infras, ce qu'il en est pour nous, globalement, plus petites et moyennes structures. Et puis, on évoquera le futur avant de conclure. Le pari, c'est de terminer pour 9h30. Donc, on pourra éventuellement continuer quelques discussions au-delà pour ceux qui souhaiteraient, mais l'idée, c'est de pouvoir libérer tout le monde à 9h30. Et puis, le principe des petits déjeuners, c'est quelque chose de récurrent. Donc, on n'a pas encore de fréquence établie. Ça va dépendre un petit peu de notre premier. Et puis, l'idée, c'est d'alimenter les sujets de discussion et d'échange. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur l'infra et l'écologie, évidemment. On n'en parle pas que dans la communauté infra et services. On en parle bien sûr aussi beaucoup dans la communauté numérique responsable. Mais voilà, on a plein de choses à dire. Alors, pour présenter l'équipe rapidement, c'est Raoul qui pilote la communauté et globalement également le groupe infra et écologie. Avec moi sur cette communauté, et puis Safia en tant que sponsor. Donc Safia Dziri, la DSI, enfin directrice des ressources numériques du conseil départemental de Loire-Atlantique. Et puis l'équipe de infra et écologie, l'équipe d'animateurs, voilà, c'est François, Bruno, Nicolas, Jean-Yves et Yves-Gaël. Jean-Yves avec moi depuis l'origine, les autres un petit peu plus récemment quand on a relancé la dynamique.
Mais voilà, Yves Gaël est également membre et animateur et pilote de la communauté numérique responsable. Donc, ça permet de faire aussi un pont intéressant pour notre groupe sur les infras et l'écologie. Voilà, et on est donc théoriquement 28 participants, je crois, hein, ce matin, Pauline. Est-ce que tu es là? Désolée, oui, on était sur une trentaine d'inscrits. Ouais. Là, vous êtes déjà 22. Donc ça monte doucement. Donc, c'est très bien. On va assez rapidement rentrer dans le vif du sujet. Quelques règles quand même. Je pense qu'on va couper nos caméras ainsi que nos micros, en fait, quand on ne prendra pas la parole. Et ce que je vous propose, c'est de passer par le module de conversation quand vous voulez poser une question, réagir, faire un témoignage. L'idée, c'est d'être dans l'échange. Alors, même si on a une présentation qui est assez fournie, voilà, qu'on puisse échanger. Quand vous avez envie d'interagir, vous faites un petit mot dans le module de discussion. Et puis, moi, je vais animer cette partie-là et je vous donnerai la parole. Et à ce moment-là, remettre le micro et la caméra, vous présenter peut-être en quelques mots et puis interagir effectivement avec tout le monde, si ça vous va. Et si ces règles-là sont bonnes pour tout le monde et que je n'ai rien oublié, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on démarre. Raoul, est-ce que tu enchaînes du coup? Ouais, on va commencer par faire un peu sur l'énergie. François, je te laisse prendre la main pour le début. Oui, on va échanger à deux avec Raoul sur le sujet effectivement de l'énergie. Donc les flux énergétiques des data centers, ce qui est important, c'est que c'est calculé avec ce qu'on appelle le PUE, Power Usage Effectiveness, pardon. Et en fait, c'est calculé, c'est le rapport entre l'énergie qui entre dans le data center et l'énergie qui est utilisée pour les machines. Donc ça, c'est l'élément important. Dans l'exemple qui est présenté ici, on a du coup les arrivées électriques qui arrivent sur les groupes électrogènes, en tout cas sur les groupes électriques, qui permettent d'alimenter en partie les bureaux. Donc ça, c'est ce qui est évoqué ici, et après qui alimente effectivement ce qui sert à faire fonctionner un data center. Donc l'ASI, entre autres. Et puis après, qui descend sur les PDU et qui va descendre effectivement sur les salles machines. Sur chaque équipement électrique, la composition des équipements électriques crée nécessairement de la perte. Et donc, cette perte, elle est calculée. Pour les ASI, en moyenne, on est sur du 8%. Sur des PDU, on est autour des 7%. Et ce qui consomme beaucoup, ou en tout cas, ce qui crée beaucoup de pertes dans un data center, c'est la climatisation. La climatisation, elle sert à refroidir les salles informatiques puisque les serveurs ou les équipements informatiques créent de la chaleur. La climatisation, là dans l'exemple, c'est 37%, mais en 2015, c'était autour des 50% de consommation d'électricité pour refroidir une salle. Les technologies avançant, les serveurs étant de plus en plus évolués, et ainsi de suite. Et les climatisations aussi sont de plus en plus performantes. On descend le niveau aujourd'hui. Donc, on est plus dans les 40%, 37-40%. Et donc, c'est ça qui crée une perte. Et d'où l'importance de travailler sur ce sujet chaleur à l'intérieur d'un data center, parce que c'est un vecteur de gain important. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. François, ton micro est coupé. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi, mais ça doit être bon là, non? Oui. Pardon. Je disais, si on calcule le système de perte qu'on voyait sur le slide juste précédent, en fait, ça permet de calculer le PUE. Et donc là, on réutilise 45% de l'énergie qui est en entrée de data center pour la salle machine, et ce qui permet de calculer un PUE de 2,2, qui n'est pas très bon au demeurant, mais qu'on retrouve malgré tout dans un certain nombre de data centers encore aujourd'hui. Et donc, le PUE idéal serait à 1, puisque 100% de l'énergie qui serait rentrée dans le data center permettrait d'être utilisée dans la salle machine. Et donc ça, c'est ce que beaucoup d'acteurs vont venir chercher aujourd'hui sur différents systèmes, utiliser des systèmes électriques dont la perte énergétique est la plus faible et dont la climatisation, ou en tout cas la gestion de la chaleur, est optimisée. Tu voulais rajouter quelque chose, Raoul? Non, je disais que c'était souvent un sujet compliqué parce que la climatisation est un des éléments les plus compliqués là, et que ce sujet de calcul, il a aussi pour effet
Quand on construit un data center, on met ces fameux éléments d'armoire de clim, de groupe électrique, etc. On les met pour le data center qui va se remplir. Donc, ça veut dire qu'au démarrage du data center, ce PIE, il est souvent plutôt relativement mauvais et il s'améliore au remplissage du data center. Donc, ces calculs-là, si on le fait en instantané, il peut ne pas être très, très bon. Si on le fait à data center rempli, il va forcément être meilleur puisque la quantité de machines à l'intérieur va permettre de modifier le rapport entre ce qui va servir dans les équipements techniques du data center et ce qui va vraiment être utilisé par les serveurs. Alors, j'interromps un petit peu. Il y a Anne qui pose la question de savoir comment l'énergie est calculée, finalement, l'énergie utilisée. On a quelques autres questions aussi sur la signification d'ASI et de PDU. ASI, c'est l'alimentation sans interruption. Donc, c'est un système en fait qui c'est comme un onduleur, hein, mais globalement, si on schématise très vite, mais qui permet effectivement de générer une alimentation continue sur les salles pour pas qu'il y ait de pertes. Et le PDU, c'est Power Distribution Unit. Donc, c'est l'élément qui permet de distribuer l'énergie dans une baie informatique et qui permet effectivement de brancher tous les équipements sur des PDU qui, eux, sont branchés à l'ASI directement. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair. Et alors, comment on calcule ces éléments-là? Et j'imagine, bon, l'énergie absorbée, ça d'accord, mais la distribution justement entre effectiveness, entre refroidissement, etc. Alors, les éléments électriques permettent aujourd'hui de voir où se répartit l'énergie dans un data center. Donc, on voit qu'on perd 37% dans l'exemple qui est là pour la ligne qui va vers la climatisation. Et donc les 60% vers les ASI. Donc ça, cette répartition, elle est connue. Après, du coup, la partie clim, c'est globalement de la perte. C'est considéré comme de la perte dans les calculs. Et après, dans les ASI, on peut mettre effectivement des boîtiers qui permettent, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on fait une partie des calculs, des boîtiers qui permettent de calculer et d'identifier l'énergie qui est rétribuée entre les ASI et les PDU. Donc, on met des boîtiers qui permettent de calculer ça. Et aussi après les PDU, puisque ça, on peut prendre aussi les formats de calcul des équipements informatiques, puisqu'on a les taux de perte qui sont identifiés dans les matériels. De plus en plus d'équipements aujourd'hui font de la mesure quasiment instantanée, mesure électrique. Le choix de l'équipement est important quand on veut optimiser son PUE. Mais il est aussi important que l'ASI qu'on va positionner et il est aussi important que le choix de la climatisation qu'on peut mettre en place ou la gestion de système de froid. On va voir qu'il y a un peu plus loin qu'il y a d'autres systèmes de gestion du froid qui peuvent être mis en place et qui peuvent optimiser le PUE. Et il y a une autre question également sur est-ce qu'il y a aujourd'hui un PUE cible réaliste? Ouais. Ouais, non, les beaux data centers aujourd'hui bien optimisés tournent autour de 1,1, ce qui est très très bien, mais c'est du 1,1 comme l'évoquait Raoul quand ils sont complets. Et on sait très bien qu'il y a des marges qui sont laissées dans les data centers pour les évolutions, pour ce genre de choses, et donc on est rarement en PUE réel à 1,1. Il faut être conscient qu'une salle informatique standard dans une entreprise standard non hébergeur, on a plutôt des PIE qui vont tourner entre 3 et 5 souvent. Parce que ce n'est pas optimisé, parce qu'on vient des alimentations électriques qui distribuent l'intégralité du site, parce que les clims ne sont pas adaptés, parce qu'on ne travaille pas les flux. Voilà, il y a tout un tas de choses qui font que cette consommation peut être souvent amplifiée quand on est en interne dans un site qui est pas, dont ce n'est pas le métier. Et tous les gros contributeurs de data center essayent de tendre vers le PUE à 1, en fait, qui serait l'idéal. Comment est calculé le PUE? En fait, alors il est calculé, Raoul l'évoquait, entre autres avec le taux de remplissage. Le PUE dépend du taux de remplissage. Il dépend de la consommation électrique de fait. Et il dépend beaucoup de la consommation des équipements de salle. Et donc aussi de la constitution du data center parce qu'il y a la gestion des flux, Raoul en parlait, mais il y a aussi les choix techniques qu'on peut mettre en œuvre pour la climatisation ou la gestion de froid, ou les systèmes de portes qui sont plus ou moins efficaces pour gérer effectivement la chaleur.
Et donc, on a deux PUE qu'on différencie assez facilement sur le marché. On a le PUE théorique qui est calculé lors de la conception et qui est basé sur les hypothèses du matériel qu'on met en œuvre, les hypothèses effectivement des gestions de flux qui sont créées à la conception du bâtiment, et puis sur des taux de remplissage. Et donc, les taux de remplissage sur les PUE théoriques sont souvent optimistes. Et donc, le PUE théorique est souvent assez optimiste quand on parle de data center. Là où on a un PUE réel qui, théoriquement, est basé sur des mesures réelles sur 12 mois. Ce qui veut dire qu'on a des difficultés à produire un PUE réel, ou alors c'est un PUE instantané. Mais le PUE réel, normalement, il est basé sur 12 mois de prise de mesure à différents endroits du data center. On le voit sur la partie droite, c'est comment on calcule le PUE en version 2, puisqu'il y a eu plusieurs versions. Et donc ça va dépendre de l'emplacement des mesures. Suivant l'emplacement où on prend les mesures, on va avoir des choses qui sont plus ou moins optimisées dans la salle, puisque les flux ne sont pas identiques partout dans la salle. Et donc, il est important de mettre un maximum de mesures ou que ça soit le plus représentatif de la conception du data center pour obtenir le PUE réel de la salle. Et depuis 2016, le PUE est une norme internationale. Alors, il y a le petit intitulé de la norme, je vous invite à la consulter, mais on reste sur un PUE qui est la totalité de l'électricité intégrée sur l'électricité en fait, consommée par les équipements. Et donc, on va attendre, ce qu'on évoquait tout à l'heure, vers un PUE à 1, ce qui serait optimal, parce que 100% de l'énergie est utilisée pour effectivement les équipements informatiques. Et après, il ne nous reste plus qu'à gérer pour avoir une empreinte écologique encore plus favorable que des équipements qui consomment moins d'énergie, si on a géré effectivement un PUE très faible. Raoul ? Oui, non, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur, on sait qu'aujourd'hui, cette consommation-là et la tendance ce phénomène-là, ça fait globalement une vingtaine d'années qu'il a commencé à prendre sur le continent nord-américain en premier. Ça a déferlé sur l'Europe de manière un peu traditionnelle derrière. Ce qu'on a vu arriver, c'est qu'effectivement, les gens se sont rendus compte que dans leur salle, c'était compliqué et qu'il y a eu cet effet qui est arrivé vers les data centers. Ça, c'est des chiffres qu'on avait à fin 2019. Ils ont continué à augmenter parce que depuis, en dehors du fait de la pandémie qui a amplifié encore ces phénomènes de travail à distance, on a un phénomène blockchain qui accélère la mécanique. Et on voit qu'aujourd'hui, ce monde des data centers est en train de devenir un très, très, très gros consommateur. Il est dans la cible d'un certain nombre d'instances internationales, la Commission européenne pour nous, mais dans d'autres continents, on a à peu près les mêmes phénomènes. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, ce phénomène-là est en train de regrouper beaucoup d'utilisateurs, donc beaucoup d'énergie, et que ce n'est pas une culture nécessairement tout le temps d'écologie, parce que quand on construit un data center, on le construit pour 15-20 ans. Et donc, jusqu'à récemment, les data centers étaient dans des traditions historiques, ce qui faisait que leur consommation était plus dans un usage économique que écologique. Le phénomène est relativement récent, il date d'il y a seulement quelques années. Et on voit qu'aujourd'hui, faut imaginer qu'on est quasiment, les data centers aujourd'hui ne sont pas très très loin de la consommation des États-Unis. C'est pour donner un ordre de grandeur. Et ça continue, ce que tu évoquais, ça s'intensifie, mais c'est une courbe qui est exponentielle, c'est-à-dire que plus les années passent et plus on consomme d'équipements informatiques, plus on a de data centers, et effectivement, plus ça consomme. Et donc, ça va, on a connu l'évolution 2015-2019 est en train de s'intensifier. Entre autres, tu l'évoquais, la Covid, que le monde connaît actuellement, et le télétravail qui nécessite des ressources complémentaires. Nous n'avions pas en besoin. Et on n'a pas fait le travail des entreprises n'a pas encore été fait, par exemple, pour diminuer des salles informatiques. Ils ont travaillé très, très vite pour mettre tout le monde avec le télétravail, les outillages qui va bien, et n'ont pas encore entamé une partie du travail de descendre les petites salles informatiques, en tout cas pas toutes. Et donc, du coup, on se retrouve avec des consommations de salles informatiques, plus de data centers, qui est, d'un point de vue écologique, compliqué à gérer. Pour vous donner quelques repères, on a essayé de vous mettre quelques chiffres.
Vous pourrez vous amuser. On s'était posé la question à un moment de faire des quiz. Mais vous téléchargez une version électronique d'un quotidien. C'est comme si vous faisiez une lessive. C'est pour vous donner des repères. Hein. 550, c'est le nombre de data centers estimés en France. Alors ça, c'est un chiffre de 2018. Ça continue à grimper. On doit être à peu près 7000 sur la planète aujourd'hui. Donc, il faut imaginer ce que ça peut représenter. 7000 déclarés, ce qui n'est pas le cas de tous les data centers. Hein. Les GAFAM restent extrêmement prudents sur le sujet. Pour vous donner une ordre de grandeur, hein, vous faites une recherche sur Google aujourd'hui, 14 grammes de CO2. En soi, ce n'est pas énorme, sauf que quasiment 4 milliards d'internautes en 2016. On imagine 5 milliards cette année. Il faut imaginer ce que ça représente. C'est un utilisateur Facebook. Globalement, on produit pareil 263 grammes de dioxyde de carbone. Le problème, c'est que 2,5 milliards d'utilisateurs, ce qui globalement a une tendance à représenter les fameux 1,5 milliard de kilowattheures an. C'est, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est la consommation annuelle de la métropole de Lyon. Donc, ce n'est pas juste une petite consommation, quoi. Donc, c'est aussi pour vous faire prendre conscience que le moindre clic et la moindre utilisation aujourd'hui informatique a forcément un effet important. Et le nombre d'équipements ne fait qu'exploser parce qu'on en a partout. Les voitures en ont, les téléphones, dans la maison, il y en a partout, les machines à laver, les frigos, on en met de tous les côtés. Ça va plutôt dans un sens d'une augmentation de la numérisation. Votre Tesla, très écologique parce que voiture électrique, en fait, consomme du data center parce qu'elle est reliée en permanence et consomme de la donnée. Et ça, c'est rarement évoqué en fait dans les études parce que complexe à identifier à date. Mais pour répondre à Maxime qui pose une question sur le nombre de data centers continue à augmenter, l'optimisation oui, mais comme le nombre d'équipements explose, ce qu'évoquait Raoul, en fait la consommation énergétique ne fait qu'augmenter. Donc il y a pas mal de recherches et la gestion de l'énergie des data centers a beaucoup évolué, on va le voir juste après. Mais globalement, ça continue à exploser et c'est bien l'enjeu, un des enjeux en tout cas de notre monde aujourd'hui, c'est d'optimiser la consommation de nos besoins informatiques. Rien que diminuer le nombre de recherches que chaque individu fait, ça réduit drastiquement la consommation qu'on pourrait avoir sur l'énergie. On est en retard, ce que tu disais, Frédéric ? Oui, ce serait pas mal d'accélérer un peu maintenant. Okay, c'est vrai qu'on a pas mal de questions. Il y a Maxime qui indique que malgré l'augmentation des data centers, avec l'optimisation des consommations, la consommation mondiale resterait stable. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez ? Les chiffres actuels donnent plutôt le sens d'une augmentation de la consommation malgré tout. Ouais. Parce que la croissance du nombre d'équipements est plus forte aujourd'hui que les réductions énergétiques. Avec des effets un peu particuliers, c'est qu'aujourd'hui, on le verra tout à l'heure, il y a des idées d'aller travailler sur la partie climatisation en mode économique et pas nécessairement écologique. Ouais. C'est-à-dire que mettre un data center dans la glace, c'est économiquement intéressant puisque le froid, il est directement à portée de main. Est-ce que c'est écologique ? C'est un débat qui va être intéressant à mettre sur la table. Donc, c'est un rapport économie-écologie qui n'est pas nécessairement simple, mais le gâteau global continue à grossir aujourd'hui. Il y a une autre question alors, qui déborde un peu la question de l'énergie, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais la construction du matériel pèse pour combien dans les émissions de CO2 dans un data center ? C'est Grégory qui pose la question. 50-50, il avait en tête, mais entre 50 pour la construction et 50 pour l'usage. C'est une bonne question. Je ne suis pas certain qu'on ait les chiffres précis. Enfin, moi, je ne les ai pas en tout cas. Je sais qu'aujourd'hui, l'ensemble des data centers continue à travailler beaucoup. Enfin, la partie construction mécanique du data center, la partie BTP continue à être quelque chose d'affiné parce que c'est des coûts. Dans les tout derniers data centers qui sont en train de sortir de terre, on voit qu'on commence à avoir des techniques de construction qui sont comme très, très évoluées
et qui ne sont plus comme on faisait les data centers il y a 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Donc, ce sujet-là progresse aussi. Maintenant, le rapport entre les deux, je ne sais pas le dire aujourd'hui. Ok. On passe à la gestion de l'énergie dans les data centers avec l'évolution. Je te laisse reprendre la main, Raoul. Si tu veux. Alors, pour vous donner un petit rappel, hein, autrefois, ceux qui ont connu Casimir ont vu se sont rappelés que dans les salles informatiques, on avait du soufflage par faux plancher. C'était un peu les traditions qu'on avait. Alors, dans la photo de gauche, c'était la partie théorique des grandes salles qu'on a vu arriver dans les années 70-80. Dans la partie droite, c'est plutôt ce qu'on a vu arriver dans les années 90, c'est-à-dire des magnifiques plats de nouilles de câbles dans tous les sens, qui du coup posaient d'énormes soucis puisque ça bloquait complètement les flux. Donc, ça a été une vraie grosse difficulté de gestion. On a capacité à se créer des complications dans l'informatique, donc c'est assez sympa. Donc, du coup, on a commencé à se poser d'autres questions sur arriver dans les années, milieu des années 90 et surtout le début des années 2000. Ça a été la notion de couloir chaud, couloir froid, d'aller chaud, d'aller froide, où là, on s'est dit, on va tourner les serveurs dans le même sens. Ce qui semblait du bon sens, hein, se dire les serveurs, on va mettre des endroits où ils aspirent du même côté et ils recrachent du même côté. Il faut imaginer que ça veut dire que ce n'était pas natif avant, ce qui est assez folklorique et assez compliqué quand on y repense. Ça a commencé à amener des choses. Maintenant, on était toujours dans des choses sur lesquelles on avait des salles qui étaient historiques dans les constructions, donc souvent des salles qui dataient des années 70-80, voire avant pour certaines. Donc plutôt des très grands espaces, du gros bétonné et compagnie. Et donc du coup, ce mécanisme-là avait tendance à refroidir ou réchauffer l'intégralité de l'espace. Donc là, on ne refroidissait pas que les serveurs, mais on refroidissait l'ensemble du volume d'air dans lequel étaient les serveurs. Donc les serveurs récupéraient de l'air dedans, mais en termes d'efficacité climatique, ce n'était pas ce qu'il y a de plus top. Donc effectivement, on est arrivé relativement vite à une mécanique de refroidissement un peu plus optimisée avec ce qu'on a appelé les couloirs confinés, où là, effectivement, cette fameuse allée froide, elle est à l'intérieur, avec, on entre-devine des portes là, sur la partie gauche de la photo. Donc, à l'intérieur de ce couloir-là, c'est l'air froid, à l'extérieur, c'est l'air chaud, et du coup, on ne refroidit que l'intérieur du couloir sur lequel les serveurs vont aspirer de l'air. Ça sous-entend que du coup, cette mécanique dans les data centers a beaucoup changé, puisqu'on est passé de data centers dans les années 80 où on soufflait de l'air à 10-12 degrés. On avait un 18 degrés dans l'espace global. Pour ceux qui les ont connus, on mettait plutôt des pulls et des manteaux quand on y allait, parce qu'il faisait vraiment froid. Dans ces data centers génération des années 2010, hein, on avait effectivement... le tout début des couloirs confinés, on avait 17, 18, 19 degrés à l'intérieur du couloir et déjà on commençait à monter à 25, 26 dans l'espace à côté. Quelques années plus tard, on a encore travaillé le modèle et aujourd'hui, on arrive même à souffler de l'air à 24, 25 degrés à l'intérieur du couloir confiné. Et du coup, à l'extérieur du couloir confiné, donc dans le data center, dans l'espace de vie entre guillemets autour, on a des températures qui aujourd'hui atteignent quasiment les 30 degrés. Ce qui en soi n'est pas nécessairement très gênant, puisque le but du jeu, c'est que les serveurs à l'intérieur aient un air pour les rafraîchir. Donc on arrive à optimiser et à ne plus souffler de l'air glacé pour les serveurs, mais à leur donner suffisamment d'air frais pour que leur température soit stabilisée. Donc ça aussi, ça a été des gains d'optimisation énergétique importants. Le point important, hein, c'est il faut retenir aussi qu'un degré de différence sur l'air qu'on projette sur les serveurs, sachant qu'on parle de 365 jours par an, 24 heures sur 24, a une incidence importante sur la consommation électrique. Et donc, sur ce qu'on peut produire. Et donc, ça, c'est important, c'est que généralement, un degré, la différence, elle n'est pas énorme. On arrive maintenant à avoir des matériels qui, quand on les achète, hein, et il y a une température qui est préconisée par certains constructeurs et qui permet d'optimiser normalement les flux d'air qu'on peut faire intégrer et donc la température de la climatisation ou du groupe froid qu'on met en œuvre. Donc ça, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein, dans beaucoup de data centers aujourd'hui sont constitués avec ce type d'équipe. Vas-y. Donc, on a vu effectivement que là, l'optimisation, on avait des groupes froids jusque dans les années 90. On a commencé à envisager le free cooling. Le free cooling, c'est
c'est globalement, je vais utiliser un peu les mécanismes qu'on a en ce moment, c'est-à-dire que la nuit, il fait froid. Dans la journée, il y a le soleil, la température remonte de manière assez intéressante. Donc, il y a des gradients de température forts entre le jour et la nuit. Et donc, on va utiliser ces gradients de température pour aller récupérer de l'air dehors pour rafraîchir le data center. Donc, ça a été une technique qui a été utilisée, qui est encore utilisée dans un certain nombre d'endroits. C'est une technique intéressante. Et puis, on peut aujourd'hui réutiliser de la chaleur pour des piscines, pour des bureaux, pour des immeubles d'habitation à côté. Il y a pas mal de choses intéressantes. On peut commencer à amener de l'énergie renouvelable dans les data centers. Donc, on commence à avoir des phénomènes. On commence à avoir des phénomènes de méthanisation aussi. Donc, ce n'est pas que du solaire ou l'éolien, c'est aussi, on voit des data centers alimentés par du gaz. Ça a été une technique qui a dû être sortie par GRDF à l'époque, il y a une grosse dizaine d'années maintenant. On commence à voir arriver de l'hydrogène, donc on commence à voir arriver cette notion écologique à l'intérieur de ce monde des data centers qui était essentiellement consommateur d'énergie encore pendant pas mal d'années. Après, il y a une vraie question, hein, localiser les data centers dans les pays nordiques. Oui, parce que c'est économiquement intéressant, il y fait beaucoup plus froid. La nuit et l'hiver. Maintenant, est-ce que mettre un radiateur sur de la glace, c'est bon pour le radiateur? Est-ce que c'est bon pour la glace? Ça va être une vraie question à se poser. Donc, c'est un vrai sujet à traiter. Il y a sans doute d'autres façons de le faire. Il faudra regarder quel est l'impact réellement de celui-là. On se retrouve avec les mêmes questionnements qu'on se posait sur l'optimisation de la production d'électricité, par exemple pour un pays, hein, quand on a voulu arrêter le nucléaire, ou beaucoup de pays ont voulu arrêter le nucléaire. On va chercher d'autres systèmes d'alimentation, d'autres systèmes d'optimisation de gestion de l'énergie. Et donc, on a le même besoin dans les data centers. Alors, on parle de free cooling ou d'optimiser la chaleur pour les bâtiments, ainsi de suite. L'objectif, il est souvent financier avant d'être écologique. Pour autant, l'impact écologique est primordial dans l'évolution de nos data centers et combiné à un gain économique, les technologies ou les évolutions prennent forcément le pas. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que tous les pays vont chercher. Le fait d'aller positionner des data centers dans un pays froid, c'est effectivement un point de vue économique extrêmement intéressant. D'un point de vue écologique, il est important de se poser la question et de ne pas agir trop vite, puisqu'on n'a pas la réponse de l'impact. En fait. Et donc ça, c'est important. Il y a des études qui sont menées pour des optimisations de data centers en fonction des emplacements. On verra un peu plus bas, et qui peuvent apporter d'autres idées sur des placements de nouveaux data centers ou des localisations de nouveaux data centers. Pour vous montrer ce que ça peut représenter, donc globalement, on a considéré que ça, c'était les data centers actuels. C'est les nouvelles générations de data centers tels qu'ils sont construits maintenant chez des hébergeurs. Faut encore imaginer qu'on a un parc énorme de salles informatiques, soit chez des petits hébergeurs, soit chez des hébergeurs semi-professionnels pour certains, qui ont d'autres métiers que de l'hébergement pur. On a notamment beaucoup d'éditeurs de solutions qui font de l'hébergement, ou dans des entreprises qui ont leur salle informatique et sur lesquelles on n'est pas encore à ces mécaniques-là. Donc, il y a encore un parc gigantesque de salles informatiques qui ne sont pas encore dans cet état-là. Donc, il faut aussi avoir conscience qu'on a un gros parc encore qui sera faire migrer dans les années à venir. Ça, c'est globalement ce qui se construit depuis quelques années. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça, c'est le modèle de nos grands frères américains. Quand en Europe, on considère qu'un très gros data center, c'est des plateaux d'à peu près 2000 m², et c'est les gros data centers des gros hébergeurs parisiens. Des data centers régionaux, on est plutôt sur des blocs de 200 et quelques mètres carrés. Là, aux États-Unis, les gros data centers, je crois que le plus gros aujourd'hui doit faire 180 000 m². Donc, on a des salles qui sont gigantesques, qui sont une vraie culture industrielle. Eux ont considéré l'industrie de l'hébergement comme une véritable industrie, ce qui n'est pas encore totalement le cas partout chez nous, notamment en Europe. On a encore un côté artistique, pardon. Attendez. On voit qu'il y a encore quelques actualités de temps en temps qui montrent que
qu'on n'est pas nécessairement dans une véritable industrie structurée avec du contrôle qualité et compagnie. On voit qu'il y a encore quelques sujets à traiter, hein. On l'a vu ces dernières semaines. Ça n'empêche pas les risques même aux États-Unis, mais effectivement, ils ont une culture beaucoup plus poussée que nous là-dessus. On a un petit retard par rapport à cette culture-là. Ils ont commencé, alors notamment toujours nos amis américains, ont beaucoup commencé sur ces modes expérimentaux. Donc ils se sont imaginés que au fond de l'eau, notamment, on a des masses thermiques qui sont beaucoup plus stables que ce qu'on a sur Terre. Donc ils se sont imaginés d'être capables d'aller mettre des choses en dessous. Là, c'est notamment un exemple qui a été fait entre, alors ça s'appelle Naval Group aujourd'hui, à l'époque ça s'appelait la DCNS, qui a fait des expérimentations avec Microsoft pour aller mettre des containers étanches, bien évidemment, au fond de l'eau. Il y a des bruits qui courent, que ce n'est pas les seuls et qu'il y en a d'autres. Une grosse plateforme de recherche qu'on utilise tous quand on veut faire nos recherches sur Internet, qui aurait des gros data centers sous-marins déjà depuis des années en version d'expérimentation. Donc, on voit que ça part un peu dans tous les sens et que l'expérimentation est aussi une manière d'envisager des choses différentes et de faire évoluer. Après, de la même façon, quel est l'impact d'un data center au fond de l'eau? Sans doute faible, très clairement, parce que les masses sont énormes, mais aujourd'hui, on n'est sans doute pas capable de le mesurer. C'est ça qui est sans doute pas simple. On a par exemple un monsieur Google qui a de la même façon fait des barges de containers. C'est une habitude souvent chez Google de travailler sur du mode de container. Ils ont fait des barges aux États-Unis. Là, on est sur la bordure de la Californie, sur lequel il y a des gros paquets de containers qui sont installés de manière extrêmement discrète, bien évidemment, mais extrêmement sécurisée par contre, et avec un refroidissement par eau. Donc, avec une volonté de s'appuyer de la même façon sur les masses métalliques, sur les masses thermiques, l'inertie thermique de la mer. Juste pour revenir un tout petit peu sur la partie air industrielle et la taille des data centers, il y a Christelle qui pose la question de savoir si la conso est effectivement optimisée, plus la taille du data center est importante, en gros. Hein. Est-ce qu'on l'optimise avec une taille de data center plus importante, sachant qu'on voit aussi un peu fleurir ces derniers temps un retour à des data centers au contraire beaucoup plus modestes. Voilà. Est-ce qu'en termes de consommation électrique, hein, globalement, la taille a un effet d'optimisation? Je ne m'engagerai pas dans le débat avec une femme pour savoir si la taille a un effet quelconque, mais… Merci, Raoul. Alors, nos amis américains ont des tendances particulières. Il y a un vrai monde différent entre le continent nord-américain, ce qu'ils font sur le continent nord-américain et ce qu'ils font en Europe. Le continent nord-américain, ils ont souvent des modes de refroidissement à eau qui sont très, très spécifiques. Ils ont une vraie culture économique aux États-Unis. La culture écologique est en train d'arriver, mais est très récente. Eux considèrent que le but du jeu, c'est de faire économique. Et l'écologie n'a pas été la première considération qu'ils ont eue. Donc, ils ont eu des effets sans doute assez désastreux sur l'écologie locale. Ça peut expliquer certains réchauffements ou certains problèmes de raréfaction d'eau, en tout cas sur la Californie. Maintenant, quand ils arrivent en Europe, les Américains considèrent qu'un data center en Europe, en dessous de 10 000 m², c'est une salle informatique. Ils n'ont pas les mêmes repères que nous. Hein. On a eu quelques opérateurs dans la région. Il y en a un qui a changé de propriétaire il n'y a pas très longtemps dans le Grand Ouest, avec des salles pour nous assez intéressantes de quelques centaines de mètres carrés chacune. La seule salle qui a intéressé les Américains, c'est une salle qui faisait plus de 10 000 m² sur l'Europe. Le reste, ils n'en avaient rien à faire. Donc, eux, leur modèle, c'est plutôt des salles moyennes, pour nous, très grosses, plus de 10 000 m². Pour eux, ça reste des salles moyennes, parce qu'eux ont tendance à se dire, je vais mettre quelques modèles de salles informatiques que je vais faire gonfler en termes de volume pour pouvoir concentrer plein de choses. Donc, je vais concentrer, justement, je vais utiliser un facteur d'échelle pour faire en sorte de mettre ça. Maintenant, on voit que depuis quelques années, les gros opérateurs, Google et Microsoft en tête aujourd'hui, sont en train de pousser fortement
pour aller vers une énergie décarbonée. Donc, c'est assez récent. Ils font des annonces assez régulièrement en ce moment. Ça va être sans doute un modèle sur lequel ils vont commencer à rentrer. Et cette mécanique-là, vu leur masse financière notamment, hein, ça va pousser très fortement. C'est un peu la culture américaine. Hein. Je ne suis pas très écologique, mais le jour où j'y vais à fond. Et c'est ce côté-là qui va nous faire bouger. Donc, ces facteurs d'échelle, aujourd'hui, ça n'a jamais été pour eux des phénomènes qui les perturbaient. C'est en train de le devenir. On est aujourd'hui plutôt en Europe à construire des plus petits data centers, mais qui sont optimisés, en fait, là où aux États-Unis, ils sont plutôt en train de créer des gros data centers qui n'ont pas de vocation à être optimisés sur l'énergie, mais optimisés sur le remplissage, l'utilisation au quotidien. Donc, il n'est pas certain, en tout cas, que le sujet de la surface, un sujet d'optimisation, parce que la conception même des équipes ne le fait pas. Alors, depuis peu, hein, Google réagit et Microsoft, ça fait pas très longtemps, ça doit faire un an et demi, ils sont en train d'équiper panneaux solaires, ils sont en train de faire de la compensation énergétique. Et ils ont utilisé des systèmes de refroidissement par eau qui ont été, d'un point de vue écologique, si on regarde les études, c'est une catastrophe. Donc après, que le data center soit optimisé, mais si on perturbe tout l'écologie qui est juste à côté ou en proximité, il faut se poser la question de ce qu'on veut faire, en tout cas de ce qu'on veut en faire de l'utilisation de nos data centers. Donc, après, les gros acteurs vont forcément bouger, ce qu'évoquait Raoul. Des acteurs plus petits en Europe sont déjà en train de bouger, essayer d'optimiser leur propre data center, les rendre de plus en plus écologiques. Et on voit que le chemin est déjà lancé, que les acteurs sont déjà en train d'optimiser, d'améliorer, parce que c'est un enjeu de plus en plus important, puis c'est aussi un enjeu de communication. Donc faire le delta entre l'enjeu de communication et la réalité qui est derrière. Et ça va être un élément important pour ceux qui le font pour de vrai et ceux qui font juste de la com. Ce sont les vrais opérateurs. Pierre, on te laisse ces 2 slides-là. Oui, merci Raoul. Pierre Séguret, je suis le fondateur de Lime Data. Je vais parler rapidement des bacs à immersion, donc ce qu'on appelle l'immersion cooling, qui est une nouvelle technologie qui est apparue maintenant c'est quelques années, en fait, c'est 5 ans, c'est rentré en production vraiment effective il y a à peu près 5 ans. Et ça permet en fait… Je te coupe une seconde. Est-ce que tu activerais ta caméra éventuellement pour qu'on puisse te voir pendant que tu interviens? Ah oui, bien sûr, pas de souci. Et Raoul, juste, je te l'ai indiqué en message, mais on te voit, mais noir en fait. Hein. Tu as peut-être un cache de caméra ou… Ah voilà. Mieux là, mieux. J'ai corrigé. Merci. Donc, c'est une technologie qui permet de refroidir des grosses charges de calcul et les nouvelles générations en fait, de processeurs. Typiquement, quand on prend la dernière génération de processeurs Intel, les Xeon Scalable, vous avez des processeurs qui contiennent 56 cœurs et qui dégagent plus de 400 watts par socket. Et ce type en fait, d'architecture ne peut pas être refroidi à air. Donc, vous avez 2 technologies pour la refroidir maintenant. Vous avez le direct liquid cooling qui s'apparente à du water cooling et vous avez les bacs à bain d'huile. Et ça permet en fait, dans un espace relativement contraint, de pouvoir refroidir en fait des charges de plus de 100 kW. Donc, c'est basé en fait sur un liquide diélectrique qui ne conduit pas l'électricité, mais qui est homogène dans la dissipation de la chaleur. Et on est sur un système de refroidissement de type liquide-liquide. Donc, on va injecter en fait de l'eau et pas forcément de l'eau glacée, puisque ce type de technologie sait fonctionner jusqu'à des températures de 40 degrés. Voilà. Donc, c'est assez intéressant pour soit créer en fait des unités de calcul qui vont dégager beaucoup de chaleur qu'on va pouvoir installer dans des bureaux, soit pouvoir compléter en fait des data centers existants et recevoir une partie en fait de la chaleur fatale qui est dégagée en fait des systèmes de refroidissement classiques. Voilà. On peut citer, il y a différents constructeurs. Il y a des constructeurs surtout américains comme Asperitas et GRC. Vous avez un constructeur français qui s'appelle Immersion 4.
Et vous avez un constructeur espagnol. C'est celui qu'on regarde dans le cadre de notre projet qui s'appelle Submer. Et il y a un client français, je crois que c'est le Crédit Agricole, qui vient de… Il y avait une news dans la presse très récemment, qui vient de signer avec Submer, je crois, ou Asperitas, pour son nouveau centre de calcul. On a une question de Yann sur le fluide dans lequel ça baigne. Est-ce que c'est plutôt de l'eau, de l'huile ou même autre chose? Non, c'est un liquide minéral en fait qui s'apparente à de l'huile. C'est pas alors, ça dépend lesquels, parce que si vous prenez Asperitas, c'est pas forcément très green. Si vous prenez la solution Submer, c'est un mélange de liquide minéral et végétal, et c'est pas toxique pour l'homme typiquement. Alors ils disent qu'on peut le boire, moi je m'y attarderai pas, ça c'est clair. Mais en tout cas, on peut le toucher en fait, c'est pas corrosif, voilà. Et ça glisse en fait sur le matériel. Alors, la petite particularité pour utiliser ce type de refroidissement, on ne peut pas avoir de pièces mécaniques qui tournent en fait, donc il faut supprimer tous les ventilateurs des serveurs. Les serveurs sont plongés verticalement en fait dans les bacs. Et on ne peut pas utiliser de disques mécaniques tournants en fait. Donc, on peut utiliser que des solutions de type SSD. Parce que même avec des disques scellés à l'hélium, les constructeurs ne garantissent pas qu'il ne peut pas se produire quelques problèmes d'humidité, enfin d'humidité ou de contact ou de problèmes liés au fluide. Voilà. Okay. Alors, ça, c'est notre projet. Donc, c'est le projet Lime Data. Certains d'entre vous dans la région ont dû connaître l'appel à projet Deep Data qui a tourné pendant plus de 3 ans, de 2016 à 2019, qui avait été financé notamment par la communauté d'agglomération Saumur-Val-de-Loire et la région Pays de Loire. Donc nous, en fait, au niveau de Lime Data, avec mon associé, on s'inscrit en fait dans la continuité de cet appel à projet et on va réaliser la phase d'industrialisation, avec pas mal d'améliorations, puisqu'on a un concept en fait de data center souterrain qui réutilise des espaces industriels, donc qui réhabilite des espaces industriels qui sont des carrières en fait d'extraction de pierres de tuffeau, des carrières industrielles entièrement sécurisées. Mon associé étant en fait de ce monde-là, en fait, il a une forte connaissance des tréfonds et des mondes souterrains. Et donc, on est très regardant sur l'éco-conception en fait, de ces data centers. Et on va utiliser le milieu ambiant pour la partie circuit de refroidissement avec des procédés de géothermie inversée. Voilà. Donc, on va dépenser très peu d'énergie pour refroidir les serveurs qu'on va héberger. Et c'est pour ça, en particulier, qu'on va utiliser sur une partie de nos services d'hébergement de l'immersion cooling, en fait, des bacs à immersion d'huile. Et donc, on va fournir des services d'hébergement, mais le gros, en fait, de nos services sera du stockage et du calcul haute performance, puisqu'on souhaite utiliser la capacité, en fait, de refroidissement des lieux dans lesquels on va s'implanter, pour pouvoir proposer ce type de service sur un concept résolument écologique, y compris jusqu'à la production de notre propre énergie par méthanisation, car sur le premier site, on est à 3,5 km d'un méthaniseur et on est en train de faire toutes les études pour se raccorder en fait, à ce méthaniseur et pouvoir produire une partie de notre mix énergétique sur l'énergie nécessaire au fonctionnement du data center. C'est un data center qui est de petite capacité, puisque on va déployer des tranches de 250 à 300 kW avec un maximum en fait d'1 mégawatt. Avec le PUE cible, sur la première tranche, notre constructeur de data center l'a évalué à 1,15. Et on travaille en fait pour le réduire avec différents procédés. Voilà. Et on fait partie, j'ai oublié de le citer, on fait partie de la promotion
hiver de l'accélérateur ADN Booster. Voilà. Ah. On t'entend pas, Raoul. Je pense que tu as désactivé ton micro. Pardon. Ce que je disais, c'est que ça montre que la réduction du PIE n'est pas quelque chose de simple, parce que même en mettant des technologies dernière génération et beaucoup de réflexions pour le faire, on voit qu'un atterrissage à 1,15 n'est pas natif à atteindre. Ce n'est pas si simple. Moi, je rajouterais, Raoul, si on voulait utiliser que du bac à bain d'huile, de l'immersion cooling, on pourrait réduire vraiment, on pourrait descendre, on pourrait se rapprocher de 1. Cependant, après, il y a une réalité économique. On est obligé d'accueillir de l'hébergement qu'on va refroidir avec de l'air pulsé. Même si on va utiliser des technologies, alors pour ceux qui connaissent de type INRO, qui vont nous permettre en fait de pulser de l'air au plus près en fait des machines qui dégagent de la chaleur, ça fait augmenter quand même ostensiblement le PIE. Voilà. Mais on n'a pas que ces critères-là en fait qu'on va regarder. Il y a des nouveaux critères autres que le PIE qui sortent, parce que le PIE est aussi quelque chose de très marketing en fait pour les hébergeurs en fait. Voilà. Et on va regarder plutôt c'est les KPI qu'on est en train de mettre en place avec nos investisseurs. On va regarder le DCEM, qui est un indicateur composite qui va prendre en compte, certes, le PUE, mais également l'énergie renouvelable produite et consommée. Ce qui est important pour nous, en fait, là-dessus. Des beaux sujets pour le futur proche. Tout à fait, tout à fait. Et donc, le futur, ça, c'est pour le coup d'après, ça, Pierre. Oui. Ça, c'est peut-être... s'adresser à SpaceX là-dessus. Non, mais c'est pour vous montrer qu'il y a aussi des data centers dans l'espace. Il faut être conscient que ce sujet-là, il existe déjà. J'étais en début de semaine avec des gens de l'Agence spatiale européenne. Ils pensent qu'il y en a 2 nouveaux qui viennent de sortir, venant de nos amis russes qui visiblement ont mis une petite centaine de satellites dans l'espace dans les dernières semaines, et notamment dans les derniers tirs qu'ils ont envoyés. Et ils pensent qu'il y en a 2 nouveaux qui viennent d'atterrir là-haut. Donc, ils commencent à avoir des comportements là-haut qui sont compliqués parce qu'il y a une vraie géopolitique. Donc, on voit aussi cet espace-là qui est en train de se remplir de salles informatiques. Alors, c'est forcément très particulier parce que l'environnement est très compliqué, mais c'est quand même un sujet qui est en train de monter aussi en puissance. C'est compliqué pour aller rééteindre les serveurs le soir avant de partir. Faut pas avoir oublié de mettre un câble. Mais si je puis, le fonctionnement natif là, qui a été présenté de Microsoft, leur fonctionnement est très simple en fait. C'est les serveurs qui plantent en fait, ils les laissent en fait mourir et ils remontent en fait le caisson quand un pourcentage de serveurs important n'est plus disponible. Voilà, c'est une façon de voir le business. Voilà. C'est des acteurs qui ont des moyens pour effectivement laisser des serveurs arrêtés au fond de l'eau et ainsi de suite. Donc, ils peuvent se permettre ça, mais c'est une gestion particulière du système d'information. Un pourcentage de serveurs qui tournent juste pour faire du backup qui est nettement supérieur à ce qui se fait sur la moyenne mondiale. Parce que justement, dès qu'il y a un serveur qui s'arrête, il y en a un autre qui reprend, mais qui était déjà up depuis X semaines et qui a consommé pour rien. En fait, et il a consommé 30 ou 40% de ce qu'il fait en pic, mais il a quand même consommé. Mais c'est un choix économique. En fait, ils le font sur un choix économique, parce que la compensation de ce qu'ils consomment en électricité est largement compensée par la qualité de service qu'ils produisent derrière, et donc les abonnements, les licences, ainsi de suite. Le modèle américain, il est très économique. Il commence à rentrer dans l'écologie, mais il est avant tout économique. Mais c'est pour ça aussi qu'il s'installe en France. Enfin, je fais un aparté et puis après, je vous laisse, mais c'est important de le dire. Il s'installe en France parce qu'on a l'énergie décarbonée la moins chère, l'une des moins chères du monde, grâce à nos tranches nucléaires. Et moi, je prendrais l'exemple du data center de Digital Realty Trust qui est installé à la Courneuve, et qui fait 85 MW sur ses tranches totales et qui sera réservé à 99, 11,9 derrière la virgule aux GAFAM. Voilà. À l'heure actuelle, tous les tranches en fait, des gros data centers sont construites
est réservé en fait aux hyperscalers. C'est un état du marché en fait. Quand on dialogue avec des Equinix ou avec des Interxion ou Digital Realty Trust, en fait, c'est ça. Ils construisent des tranches énormes pour pouvoir accueillir des acteurs de type Microsoft, Google ou Facebook. Et c'est un sujet sur lequel on voit que le coût de l'énergie en France, il est bas, il est en dessous de la moyenne européenne. Maintenant, c'est un vrai sujet parce que rentrant dans une mentalité écologique depuis quelques années, on a vu Fessenheim, la première, qui a été arrêtée, mais qui n'est toujours pas démantelée, et ça va prendre, ils annoncent une bonne vingtaine d'années pour démanteler Fessenheim. La seule chose qui va nous manquer dans le truc, c'est alors un peu l'habitude, parce qu'on n'a pas encore cette habitude-là technologique. Par contre, beaucoup les finances, parce que EDF et Enedis aujourd'hui n'a jamais provisionné de l'argent pour le faire. Donc, la seule solution qui va exister demain, c'est augmenter le coût de l'énergie pour pouvoir gérer ça et basculer vers une nouvelle énergie. À titre d'exemple, les 85 MW de la Courneuve, c'est une bonne partie de l'énergie qui était réservée pour le projet du Grand Paris. Voilà. Il va falloir trouver des solutions palliatives. On va mettre des voitures, ça va marcher. Alors, on a pas mal de réactions là, évidemment, parce qu'on est sur des choses un peu nouvelles, etc., en tout cas très actuelles. Notamment, une question de Maxime qui parle beaucoup d'évolution énergétique et qu'est-ce qu'on fait des autres data centers. Alors, j'imagine que c'est ceux qui ne bénéficient pas des dernières évolutions, justement, et qui ne sont pas forcément très optimisés en matière d'énergie. Voilà. Et puis, il y avait une question importante aussi sur la distance qu'il peut y avoir entre un data center et, on va dire, les utilisateurs finaux, pour faire simple. Est-ce que cette distance a un impact quelconque sur notre sujet de l'écologie? Ça veut dire, est-ce qu'il faut rapprocher les data centers des utilisateurs finaux et donc avoir quand même une logique un peu régionale, pour ne pas dire locale, ou est-ce que ça n'a absolument aucune importance? Et c'est vrai, quand on commence à parler de data center dans l'espace, on est sur des distances qui peuvent être relativement importantes. Le modèle en espace est un peu particulier parce que c'est aussi des usages qui sont aujourd'hui fortement militaires quand même, faut en être conscient. Mais pas nécessairement que. On a notamment un projet européen qui s'appelle Galileo, qui est porté par l'Agence spatiale européenne. C'est le remplaçant du GPS, qui a aussi cette vocation-là. GPS étant à l'origine militaire américain. Maintenant, ce qu'on est en train de voir dans les stratégies, c'est une mécanique qui est en train de mettre des gros data centers sur certains points de la planète, mais par contre un maillage de data centers plus modestes, qui sont souvent des data centers entre 500 et 2000 m², qu'on commence à voir en répartition plutôt régionale. Donc on a ce côté-là qui est en train d'arriver de plus en plus. Et on a le concept de Edge Data Center aussi. Tout à fait. On a de plus en plus de Edge Data Center, donc plutôt en proximité des utilisateurs. Pour des raisons effectivement économiques et de proximité, mais sur l'aspect écologique, plus le data center est près de l'utilisateur, moins il va utiliser, en tout cas ça va dépendre du réseau qu'il utilise, mais moins il va utiliser d'équipements de réseau pour transiter, et donc l'impact va être minimisé. Pour autant, ça ne joue pas sur la consommation du data center en lui-même. Ça va jouer sur les équipements qui permettent de faire transiter l'information. Et ce n'est pas anodin, c'est les chiffres que présentait Raoul tout à l'heure sur le fait qu'une recherche coûte très cher. Bah oui, parce qu'elle transite aussi à travers un certain nombre de pays. Et donc cet aspect-là, il est important. Les petits data centers, ce qu'on appelle les petits data centers, il y en a de plus en plus qui arrivent, comme les hyperscalers, il y en a aussi de plus en plus, c'est-à-dire que la consommation et le nombre d'équipements explosent. Et puis, les vieux data centers, en fait, sont assez peu réutilisables dans les nouvelles technos. Donc, il y a une partie des vieux data centers qui vont être réutilisés à faire autre chose, voire complètement détruits parce qu'ils ne seront pas, ou le coût de réinvestissement pour les remettre aux nouvelles normes est trop important. Et du coup, on a aussi cet aspect écologique à gérer, qui est qu'est-ce qu'on fait des vieux, des très anciens data centers.
Maintenant, ce qu'on voit quand même aussi dans beaucoup de PME et de TI dans le Grand Ouest, c'est… alors, il y a des phénomènes de bascule dans le cloud qu'on voit un peu partout, qu'il faut essayer de maîtriser malgré tout, parce que attention à ce que ça représente aussi. Maintenant, dans les salles aujourd'hui qui existent dans tout un tas de sociétés, des optimisations se font relativement simplement, tout simplement par des bonnes pratiques. De souffler l'air froid du côté où le serveur absorbe l'air, on enfonce des portes ouvertes, mais ce n'est pas le cas partout. De mettre tous les serveurs dans le même sens, on enfonce des portes ouvertes, mais ce n'est pas le cas partout, et on en voit encore assez régulièrement. D'éviter d'avoir des câbles qui transitent dans tous les sens. Voilà, c'est avec quelques règles simples, on est capable de diminuer de manière conséquente. Et quand je dis conséquente, c'est plusieurs dizaines de pourcents la consommation de salles informatiques. Donc, réduire de 30, 35, 40% la consommation d'un DC aujourd'hui n'est pas quelque chose de compliqué, y compris dans des salles qu'on a un petit peu partout dans les entreprises aujourd'hui, avec juste quelques règles un peu basiques. C'est des bonnes pratiques d'utilisation des data centers, mais qu'on connaît depuis longtemps. Sauf qu'elles sont rarement mises en œuvre parce qu'il faut éteindre les serveurs, ce genre de choses. Et que les interruptions de service ont eu du mal, en tout cas, ont du mal à être perçues par les utilisateurs aujourd'hui comme un intérêt pour l'écologie. Pour vous montrer, on a la notion de distance entre le data center et l'utilisateur final. Alors, il y a en plus Maxime qui repose une question sur la techno réseau pour les data centers dans l'espace. Mais au moins sur la notion de distance, effectivement, qu'il peut y avoir entre le data center et l'utilisateur final. Le data center, il consommera la même puissance électrique que ton utilisateur soit juste en proximité ou très très loin. Ce qui change, c'est le réseau par lequel il transite et du coup le nombre d'équipements qui va transiter qui, eux, consomment de l'énergie. Il y a de plus en plus de réseaux locaux qui existent à travers des agglomérations pour justement faire transiter les acteurs locaux pour les faire travailler ensemble et du coup réduire aussi la consommation énergétique, ou en tout cas avoir un côté un peu plus écolo, parce qu'on passe par moins d'équipements qui remontent sur Paris ou aux États-Unis pour repartir après derrière. Donc il y a tout ce système de maillage télécom qui est important. C'est plutôt cette distance du signal qui est intéressante, qui a un impact sur la distance du data center qu'autre chose. Mais aujourd'hui, il faut être conscient que les acteurs américains ont des tendances à démultiplier le nombre de copies des données qu'on a chez eux, justement pour éviter ces phénomènes-là. De fait de donner le sentiment à l'utilisateur qu'il est toujours près d'un data center, qu'on se déplace avec son compte Office à Paris, à New York, à Shanghai ou au Cap, on aura quasiment les mêmes réactions parce qu'il y a une démultiplication des copies partout sur la planète. C'est intéressant en termes d'usage quand on est utilisateur, c'est intéressant au niveau fonctionnement. Maintenant, au niveau écologie, c'est un vrai débat parce que ça veut dire que les données sont démultipliées au travers de la planète. D'où forcément un impact sur la consommation énergétique, parce que ce n'est pas juste un serveur qu'il faut, c'est quasiment une vingtaine de serveurs autour de la planète pour pouvoir avoir tout le temps accès à ces données. Oui, bien sûr. Oui. Alors, sur la techno, on pourra peut-être y revenir, la techno réseau qui permet effectivement au data center dans l'espace de communiquer avec des utilisateurs. C'est du satellite, tout simplement. Oui, voilà. Bon, après, il y a une question importante effectivement de Christophe qui pose la question donc, du stockage de mails, de l'envoi de mails, du stockage de documents. Est-ce que finalement la frugalité sur ces sujets-là permet de réduire la consommation ou pas? Alors moi j'aurais envie de dire plus il y a de documents et de mails, plus il y a besoin de data center, de capacité, et donc plus ça consomme de l'électricité. Mais est-ce que c'est si simple que ça? Alors, tu as cet aspect-là, et puis tu as surtout le choix de la techno que tu peux utiliser. Si tu prends la dernière version d'Exchange, ce qui n'était pas le cas, Exchange, c'était la solution de messagerie de Microsoft. La version d'avant, qui était, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'était 2016, en fait, ne dupliquait pas les données par utilisateur. Donc, tu n'avais, le mail était, si tu envoyais à 300 personnes, il était stocké qu'une seule fois, il y avait des liens qui étaient faits dessus. Et la dernière version de Microsoft, pour gagner
en rapidité de fourniture de l'information aux utilisateurs, puisqu'une information qui est accédée par 300 personnes, elle est forcément plus difficile à accéder. En fait, il la démultiplie. Et donc, tous les opérateurs qui ont fait ces migrations Exchange ont vu les volumes de stockage exploser dans la partie mail parce qu'on a ce souhait d'obtenir un service de plus en plus immédiat. Et donc, oui, plus tu vas envoyer un mail avec une vidéo, avec une image en bas, avec des documents contenus, plus tu auras besoin d'espace et donc plus tu auras besoin de data center, puisque les disques ont des volumes de toute façon finis. Et donc, tu vas devoir faire grossir tes baies de stockage qui sont répliquées X fois en fonction des technos, des besoins de PRA. Et on l'a vu, le sujet de la réplication de la donnée est important. Malgré tout, pour la survie des entreprises, d'un certain nombre d'entreprises. C'est une actualité, malheureusement pour quelques entreprises, ça va être une grosse actualité. Mais globalement, ouais, du coup, plus tu vas envoyer des mails lourds, plus tu vas devoir stocker, consommer d'énergie, ainsi de suite. Et donc, tu as aussi un sujet d'apprentissage. Le petit mail pour dire à quelle heure on va manger, ok, merci. En fait, ça coûte cher à l'entreprise, mais ça coûte cher sur l'impact écologique pour assez peu de choses. Ok, super. Bon, il faut qu'on avance. On commence à déborder pas mal là. Donc, je vous mets un petit coup de pression. Juste un petit point. Donc, les dernières mentalités qui arrivent, c'est la blockchain. On en entend tous parler depuis quelques années maintenant. La blockchain est arrivée avec une vraie image très écologique, puisqu'ils ont considéré que mettre des ordinateurs qui chauffent comme des radiateurs, le meilleur endroit pour les mettre, c'était les mettre directement dans la neige. Donc, c'est très bon pour le radiateur, c'est sans doute beaucoup, beaucoup moins bien pour la neige. Donc, là, on voit typiquement des images qui sont de salles informatiques très, très dédiées blockchain, qui sont sur quasiment sur le cercle polaire, sur le nord des pays nordiques. Celle de gauche, ça doit être la Finlande, il me semble. Avec les fenêtres qui sont grandes ouvertes sur le côté. Donc, et pour autant, vous voyez que les gens qui sont au premier plan n'ont pas l'air d'avoir particulièrement froid, alors que dehors, je pense qu'il ne fait pas 25 degrés. Donc, mais parce que ces machines-là sont des vraies machines de calcul qui travaillent de manière énorme, donc qui dégagent énormément de chaleur. C'est économiquement intéressant de les rafraîchir avec l'air froid qu'il y a dehors. Par contre, le problème, c'est qu'on rajoute de l'air chaud dehors et que pour le réchauffement de la planète, c'est peut-être pas ultra pertinent. Autre chose assez rigolote, on voulait vous montrer ça aussi. Il y a eu la découverte il n'y a pas très longtemps du petit génie de nos amis ukrainiens. Alors, ils nous ont emmerdés hier soir à faire match nul à Paris, mais ça, c'est un autre débat. mais en plus, on a découvert qu'ils faisaient aussi du minage dans une centrale nucléaire chez eux et qu'il y a des bruits assez rigolos et qui semblent arriver sur plusieurs sources différentes. Alors, bien évidemment, non officiel, évidemment, mais avec un objectif de ramasser suffisamment d'argent pour pouvoir racheter la Crimée que la Russie a envahie il y a quelques années. Donc, on voit que le politique peut avoir aussi des effets compliqués. Là, ils ont une source d'énergie importante. Je ne suis pas complètement certain que la partie écologique chez eux soit la première le premier des intérêts. Mais on voit que cette notion d'énergie et d'amener des serveurs, on la retrouve dans plein d'endroits différents. De la même façon, si on va dans d'autres pays aussi démocratiques, on voit que nos amis chinois ont un vrai sujet. C'est aujourd'hui l'arrivée de la blockchain est suffisamment structurée pour faire en sorte qu'un pays n'arrive pas à le maîtriser. Il ne peut pas être pris par un pays pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui, bien évidemment, tous les pays qui mettent démocratique dans le label de leur pays, ça a tendance à les énerver. La Chine vient d'interdire les fermes de minage en Mongolie. Alors, c'est rigolo parce que c'était l'endroit où quasiment tous les Chinois allaient faire des fermes de minage, parce que la Mongolie, c'est les montagnes du nord de la Chine, c'est froid, il y a beaucoup, beaucoup d'espace, et toutes les fermes sont en train de sortir. Donc, on voit des reflux aujourd'hui de ces fermes-là, notamment vers les États-Unis, où c'est en train de revenir de manière massive. Mais on voit que voilà, la géopolitique peut bouger aussi les phénomènes et les faire transiter au travers de la planète. Il y a un élément important aussi, on ne l'a pas mis dans les slides, mais il y a le premier opérateur de gaz russe qui a décidé d'investir massivement dans les fermes de minage.
uniquement pour gérer des revenus, en fait, puisque comme il est producteur d'énergie, il ne paye pas son énergie et donc ne fait que du bénéfice en faisant du minage, du Bitcoin. Hein, c'est basique. Et donc, on arrive aussi dans ce modèle de consommation, on va créer des data centers spécifiquement que pour gérer effectivement du revenu, sans se poser la question effectivement de l'écologie, de l'impact écologique ou de la consommation qu'on pourrait produire. Et on se diversifie, hein, c'est un producteur de gaz qui va devenir effectivement un producteur de Bitcoin. On a aussi l'évolution des modèles de consommation mondiaux qui vont forcément évoluer. Et pour compléter le message de François, il faut être conscient qu'à notre petit niveau à nous, aujourd'hui, vous allez chez Decathlon, par exemple, pour citer une marque que beaucoup de gens connaissent. Aujourd'hui, vous pouvez payer en crypto-monnaie. Donc, c'est des choses qui commencent à arriver dans notre vie quotidienne, même si c'est encore extrêmement modeste comme sujet, mais c'est des choses qui existent aujourd'hui. Et puis, il y a un des sujets qu'on voulait vous montrer, qui est sorti de manière un peu discrète parce qu'il n'est pas tombé au bon moment. Il y a eu un salon en Allemagne en début d'année dernière et ils ont commencé à sortir des prototypes à l'hydrogène. Donc, on commence à voir des phénomènes qui arrivent avec de l'énergie un peu différente. Donc, on est sur des modèles de type pile à hydrogène qui commencent à arriver et qui vont aussi amener des nouvelles sources d'énergie. C'est encore petit, c'est encore modeste par rapport à quand Pierre vous parlait de fermes de plusieurs mégawatts. Là, on est quand même encore sur des sujets relativement petits, parce qu'il me semble que celui-là, on doit être à peine sur un 100 kW. Raoul, pour le projet, nous, on a regardé en fait pour remplacer nos groupes électrogènes par une source hydrogène. L'approvisionnement en France reste compliqué. Voilà. Il reste très compliqué. Peut-être que dans les 5 années à venir, ça va changer, mais matériel existe. Parce qu'on a des groupes électrogènes à l'heure actuelle de 100 kW que Toshiba est en train de produire ou d'autres constructeurs. Mais par contre, l'approvisionnement en hydrogène pour les data centers reste assez complexe. Ouais. Ça viendra parce qu'on voit, il y a eu des annonces fin d'année dernière, de la même façon comment il s'appelle, d'Air Liquide. Qui commence à rentrer dans ce monde-là, et alors qui le fait aujourd'hui plutôt pour des sites industriels qui ont des moteurs à hydrogène, parce que ça fait 20-30 ans qu'il y a ça, et on a eu un salon il y a 2 ans à Nantes, qui était le salon porté par la FIPAC, qui est l'agence française de promotion de l'hydrogène, et on voit que dans ce monde industriel, il y a ça depuis longtemps, et que c'est en train tout doucement de rentrer dans le monde des data centers. Alors, ce phénomène-là va mettre effectivement des années parce que c'est toute une chaîne industrielle et logistique industrielle qui doit être mise en place. Mais on sent que la porte a été entrouverte. Donc, ça devrait aussi être des pistes pour le futur. Maintenant, et la législation qui va avec aussi. Ouais. C'est des sujets de l'hydrogène, c'est des fois un peu compliqué. Si je peux me permettre d'intervenir, en affaire d'hydrogène, pour l'instant, le coût énergétique de l'hydrogène est très élevé et encore très carboné. Donc, il y a encore de l'évolution à avoir dans le domaine de l'hydrogène. Ouais. Alors, on commence à voir des phénomènes, et notamment, on a une petite particularité nantaise, c'est qu'on a une structure au niveau de la métropole qui s'appelle Nantes Métropole Hydrogène, qui a été poussée par une petite société qui s'appelle Abalone, qui est une société de travail temporaire qui n'a rien à voir avec le monde de l'écologie, mais avec une direction qui avait vraiment cette culture écologique et qui a poussé justement ce modèle-là. Et aujourd'hui, sur leur site qui est au bout d'Atlantis, ils ont sur le toit du bâtiment des éoliennes et des panneaux solaires qui leur servent justement à faire du craquage de l'eau et à construire directement, à fabriquer de l'hydrogène qui va leur servir justement pour la consommation énergétique de leur bâtiment. Donc, à des petits niveaux, ça commence à exister. Maintenant, effectivement, si on veut la produire de manière industrielle, il va falloir amplifier le phénomène. Alors, c'est marrant, je rebondis sur ce que tu disais, Raoul. Il se trouve qu'à Ballone, ça a été l'objet d'une visite d'entreprise. Alors, ce n'était pas ADN West à l'époque, c'était le Senio. Donc, je ne sais pas si quiconque autour de ce petit déjeuner virtuel connaît le Senio ou était présent encore moins à cette visite d'entreprise. Mais on avait visité à Ballone. Ça devait être en 2009 ou 2010. À l'époque, ils n'avaient pas le droit de stocker l'hydrogène pour des questions
risque voilà, d'explosion, je pense, essentiellement. Mais effectivement, ils poussaient beaucoup. Donc, ils avaient déjà un bâtiment à énergie positive. Malheureusement, ils ne pouvaient pas stocker. Donc toute l'énergie supplémentaire qui ne leur servait pas, elle était perdue. Donc, c'est très bien, effectivement, mais ça me rappelle des souvenirs, hein, cette histoire, et qui ne sont pas complètement tout jeunes. Ça bouge, hein, ça bouge petit à petit. Donc, ouais, est-ce que Christophe Chappé a mis un commentaire hein, sur le fait que utiliser de l'eau froide pour refroidir, effectivement, et la réintégrer ensuite dans un circuit qui permet d'utiliser cette eau qui s'est réchauffée, et notamment en ce qui concerne Nantes Métropole Habitat, cette fois-ci, donc pas Nantes Métropole Hydrogène, mais voilà, ça permet effectivement de chauffer des logements sociaux. Donc d'assurer, et pas que des logements sociaux d'ailleurs, hein, parce que je pense qu'il y a pas mal de logements collectifs qui sont alimentés par l'eau chaude métropolitaine. Voilà, ce type de solution, c'est aller chercher finalement l'énergie là où elle est consommée, et notamment la chaleur, là où elle est consommée, plutôt que d'aller chauffer de l'eau ailleurs et multiplier comme ça à la fois les sources et les dépenses d'énergie. Donc, il y a sans doute pas mal de choses à faire dans la mesure où on se met dans un principe d'organisme un peu systémique où on va aller identifier les endroits où l'énergie est utilisée et produit de la chaleur, et finalement, où est-ce qu'on peut réutiliser cette même chaleur ailleurs. Donc, c'est des éléments qui sont très importants, et je pense que dans les années qui viennent, c'est une des pistes à creuser, hein, de réutiliser cette chaleur. Tout à fait. Et puis, comme on a rien de Fred là-dessus, là, c'est nous, ça fait 5 ans que ça tourne. On a 2 data centers comme ça qui sont sous-traités. Hein. Nous, on n'y fait rien. Mets ta caméra pour parler, Christophe. J'active ma caméra pour parler. Je pense que le son suffisait, mais c'est pas très grave. Non, comme tu es arrivé tard, tu n'as pas vu les consignes qui étaient données. Voilà. Mea culpa. Je suis arrivé tard, j'ai eu une autre réunion en parallèle, c'était le bordel. Vous inquiétez pas, tout va bien. Nous, on a réellement fait 2 data centers en propre qui sont implantés dans des logements sociaux, c'est-à-dire dans les caves, hein, à côté des chaudières, où on prend de l'eau de l'usine de l'eau de Nantes Métropole, c'est ce que vous avez au robinet tous, qui n'est pas forcément très chaude au départ, et on fait du plus 14 degrés au minimum, voire du plus 30 degrés quand ça fonctionne bien, et capacité à pré-réchauffer de l'eau. Donc ça coûte moins cher en énergie pour réchauffer l'eau des locataires, donc ils payent moins de charges. Et le data center est refroidi gratuitement. Il a un PIE de 1,2, ce qui est… il n'y en a pas tant que ça qui ont des PIE si faibles que ça aujourd'hui. C'est du Dell hein, en water cooling. Ce n'est pas l'eau froide, il y a un bain d'huile, donc il y a un échangeur thermique à chaque fois. Parce qu'il faut qu'il y ait une stabilité quand même du refroidissement, quelle que soit la température de l'eau qui rentre, quoi. Donc on a un système un peu compliqué. Et c'est une start-up lilloise qui fait ça. Leur seul problème, ce n'est pas la techno, c'est le modèle économique. C'est comment j'utilise mon data center tout le temps et que j'arrive à l'amortir. Nous, on fournit le local, on leur loue l'espace gratuitement tous les ans. Donc, ça nous prend une place d'une chaudière. Ça fait quelques mètres carrés au sol, ça nous coûte 0 francs. Je pense que ce modèle-là, il serait applicable à… Je sais que je crois qu'en région parisienne, ils ont alimenté l'eau d'une piscine avec ça, etc. Donc, il est applicable un peu partout pour réchauffer quelque chose, mais quelque chose qui va être toute l'année. Si on réchauffe des bureaux en été, ça ne marche pas bien, quoi. Donc, il faut réfléchir plutôt à l'usage. Moi, personnellement, je suis assez d'accord à ce qui s'est dit sur OK, il faudrait réduire l'usage, mais j'y crois pas du tout une seconde. L'usage de n'importe quel pimpin aujourd'hui, c'est d'envoyer des mails, de faire des visios, ce qu'on est en train de faire à outrance, et on est en train de faire une croissance de l'usage. Donc, on aura beau raisonner tout le monde, j'y crois absolument pas une seconde, c'est peine perdue. Et en plus, les objets connectés vont consommer de la data à outrance, donc il y aura besoin de data centers de plus en plus gros et de plus en plus consommateurs. On en parlera dans un futur petit déjeuner de comment on arrive à compenser, etc. Bon, ben merci Christophe pour ton témoignage. Et puis, c'est intéressant parce que ça fait le lien avec ce dont Jean-Yves va nous parler maintenant. C'est finalement nos infras, quoi. Là, on a parlé des gros data centers, etc. Alors, certes, on en est tous certainement des usagers, directement ou indirectement.
Mais voilà, quand on envoie des mails, ça passe dans les très gros data centers. Mais au-delà de ça, nos infras à nous, effectivement, et donc ton témoignage, Christophe, allait tout à fait dans ce sens-là, hein, c'est les infras de Nantes Métropole Habitat. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire? Jean-Yves, à toi. Ouais, effectivement, moi je vous propose de revenir à la maison parce qu'on n'a pas tous un data center sur le bureau ou dans le fond du jardin, hein, clairement. Par contre, on a tous peut-être des trucs un peu plus petits, des équipements en quantité plus ou moins importante. Et en fait, l'idée, c'est de savoir en termes écologiques, parce qu'en écologie, on sait qu'on peut détruire beaucoup de choses avec des petits sacs poubelles, des petits mégots qu'on balance, mais en fait, on peut également rattraper le coup, en tout cas être un peu plus propre par des petites tâches, des petites actions. Donc, en 2016, il y avait eu une enquête, une étude avec l'ADEME, avec ADN Ouest et d'autres partenaires locaux, qui était assez intéressante parce qu'ils avaient donc analysé la consommation d'énergie dans les équipements informatiques à partir de mesures, de mesures et d'enquêtes. C'était assez bien foutu, je trouve. Il y avait pas mal de pistes en fait qui ont été sorties. Et en fait, ils avaient vraiment pris toutes les briques en fait de l'infra et également de l'IT au sens large. Hein. Et donc, on se rendait compte que l'infra et l'IT, c'était en termes d'énergie, c'était 50-50 quasiment. Et effectivement, quand on regarde sur l'infra, on se dit qu'il y a peut-être des petits trucs à faire. Alors, est-ce que c'est mesurable? Est-ce que c'est acceptable par les équipes d'admin? Parce que quelque part, c'est du boulot pour pas grand-chose en fait. Hein. On va leur dire, bah, écoute, on va se faire arrêter une machine parce qu'on va consommer quelques pouillèmes de moins de pourcentage d'énergie. Mais est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de se poser la question d'aller au-delà d'imaginer des grosses économies ou de grosses économies en termes écologiques, hein, bien entendu, parce que là, il faut être un peu militant aussi. Là, je pense qu'il faut un peu oublier la partie économique et être un peu militant en disant, voilà, on veut faire attention à la planète, on est capable de le faire à la maison en mettant un interrupteur sur la box. Est-ce qu'on n'est pas capable de le faire aussi au boulot dans notre métier? Alors après, il y avait quelques pistes intéressantes où on peut se poser des questions, savoir ce qui est jouable et ce qui serait intéressant de savoir si, parmi les gens qui sont là aujourd'hui, si certains ont déjà joué à se poser cette question, à faire des choses comme ça, ou peut-être ont-ils des clients qui leur demandent de travailler là-dessus. Voilà, des choses simples, hein, arrêter un serveur de test ou des serveurs de dev la nuit, ça ne me paraît pas déconnant, ou le week-end en fait. Hein. Voilà, la prod, c'est plus compliqué, donc là, on va se prendre les équipes d'admin dans la tête en disant, bah oui, mais attends, t'es bien mignon, mais tu veux me faire travailler sur des scripts, des trucs, je ne suis pas sûr que ça va partir le matin et tu me demandes que ça fonctionne, voilà. Après, on avait vu également dans l'enquête que la partie réseau, quelque part, n'était pas négligeable. On ne s'en rend pas compte. Hein. On parle beaucoup des serveurs, mais effectivement, on a quelques dizaines de switches qui traînent avec des téléphones PoE, des bandes Wi-Fi, enfin, voilà, d'autres équipements. Est-ce qu'on segmentant le réseau d'une part pour la sécurité? Est-ce qu'on ne pourrait pas également segmenter le réseau pour la partie économique, économie d'énergie? Voilà, la question également, il y avait aussi un sujet qui est intéressant, c'est le nombre de VM par machine physique. Jusqu'où c'était intéressant en termes écologiques d'avoir beaucoup de VM ou moins de VM. Donc là, on parle effectivement de la partie purement énergétique, mais après, on peut se poser la question sur la durée de vie des matériels et le réemploi et puis les politiques d'achat. Alors, je ne sais pas si. Donc là, l'idée, c'est de vous faire un peu parler. Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà posé la question, ou pour eux ou pour des clients, sur une démarche de ce type-là, qui liée peut-être à une démarche RSE dans l'entreprise? C'est compliqué, en fait. Hein. Je pense que c'est assez compliqué comme démarche, mais c'est vraiment militant. Enfin, je pense que là, c'est vraiment militant. Ça va au-delà d'économie et du métier. Voilà. Alors, oui. Je vais prendre la parole. Oui, si je peux. Oui, bien. Ouais, je prends la parole. En fait, les pratiques d'arrêt des workloads la nuit, c'est des choses qui sont c'est les bonnes pratiques qui sont qui existent dans les projets qui utilisent des plateformes cloud de type Amazon ou Microsoft Azure pour en réduire la facture. Et c'est lié en fait aussi à des solutions d'industrialisation d'infrastructures. Donc, je pense que ça peut aussi redescendre en fait dans des architectures plus classiques. Après, le deuxième sujet de réutilisation du matériel, c'est pour moi un sujet qui est un peu compliqué parce que les anciennes générations de processeurs ou de machines consomment beaucoup d'énergie quand même par rapport à la génération actuelle. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Oui.
Effectivement, mais dans l'autre question, est-ce que effectivement, racheter un matériel qui consomme moins, c'est en impact, CO2, est-ce que c'est plus intéressant? Ça dépend ce qu'on en fait. Si on allonge sa durée de vie, si on l'utilise correctement. Parce qu'il y a une filière qui existe à l'heure actuelle. Les GAFAM font du greenwashing en revendant en fait sur un marché leur unité de calcul, leur serveur de génération N-1 ou N-2. C'est intéressant dans un esprit de ne pas consommer de gaz à effet de serre pour produire de nouvelles machines. Mais ces machines-là consomment énormément d'énergie. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose. Bon, on aurait aimé échanger plus, mais il est déjà 9h30. Donc, je pense qu'on va conclure assez rapidement. On est au bout de notre présentation. Voilà, il y avait quelques éléments supplémentaires. On voulait vous proposer quelques pistes pour nos futures nouvelles éditions de Petit Déjeuner à venir. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est un rapide point sur le côté un peu bibliographique avec ce que vous pouvez éventuellement lire comme document rapidement accessible sur le site du gouvernement, enfin du ministère de l'économie. Pauline, est-ce que tu voulais faire un petit point sur les prochains événements? Bon, pas utile de vous rappeler l'Assemblée générale la semaine prochaine. Enfin, peut-être utile quand même. Hein, c'est un élément très fort, un temps fort de la vie de l'association. Donc, évidemment, on compte sur vous tous pour y être présents. Mais on a pas mal d'activités malgré le contexte Covid. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site ou à lire les newsletters qui vous arrivent toutes les semaines et à vous inscrire. Oui, en effet, je vais passer, je vais vous laisser aller sur le site et vous avez reçu la newsletter la semaine dernière. En effet, on est à l'AG mardi prochain avec notamment le renouvellement d'une partie du conseil d'administration. Vous avez plusieurs administrateurs d'ailleurs ce matin, une belle représentation. Donc merci à tous. Je vous ai mis dans le chat le petit code Klaxoon pour laisser votre avis. Si jamais vous voulez rejoindre ce groupe passionné et passionnant sur l'infra et l'écologie, je pense qu'ils vont organiser d'autres petits déjeuners. Donc, si vous voulez participer avec eux à la préparation, aux réflexions sur les sujets, maintenant, vous savez qui contacter. Raoul, François, Jean-Yves, Nicolas, Frédéric, François et Damien. Donc, n'hésitez surtout pas.